Alors bonjour Alain Lefebvre. Bonjour Arthur. Alors on est réunis aujourd'hui dans l'objectif de compléter l'article que tu as écrit et qui est sorti, au début de l'année, 2022 sur le sujet de ton parcours au cours des 45 années que tu as vécues dans le secteur de l'informatique. J'ai raconté ce que j'avais appris ou ce que je croyais avoir appris. C'est ça réellement l'objet de la chronique. Ce que j'ai appris en 45 ans d'informatique. Sur l'informatique, évidemment. Alors justement, voilà, donc tu as précisé en fait les différentes leçons d'apprentissage que tu as eues, mais c'est vrai qu'il y a eu pas mal de personnes qui se sont interrogées sur les choses qui encadraient un peu ce parcours. Qu'est-ce qui a fait que tu es arrivé là? Pourquoi tu as pris certaines décisions de suivre ce parcours-là? Mmh. Donc je vais commencer par te poser des questions, peut-être plus en amont de ce fameux parcours-là, mais par exemple, qu'est-ce qui t'a motivé, de par la situation à l'époque du domaine informatique qui était quand même, alors pas nouveau, mais qui était beaucoup moins, évolué que de nos jours. Qu'est-ce qui t'a motivé à travailler dans ce secteur-là au départ? Ah, c'est un hasard total. L'informatique, je ne connaissais pas et ça me paraissait totalement inaccessible. Mais quand j'ai commencé à travailler, très jeune d'ailleurs, dans une compagnie d'assurance, j'ai eu la chance d'être catapulté dans le service informatique, qui pour moi représentait un gros progrès par rapport au service des archives où j'avais commencé. Je passais du Moyen Âge à l'an 2000. Et donc j'ai commencé à tout simplement monter des bandes magnétiques sur des dérouleurs connectés à un mainframe bulle. C'était pas très glamour, c'était plus du travail de manutention que véritablement de l'informatique. Mais en tout cas, j'avais mis le pied à l'étrier et ça me plaisait dans la mesure où, pour moi, c'était un job alimentaire, c'est-à-dire que je n'avais pas du tout l'intention de faire carrière là-dedans. Bon, de fil en aiguille, il se trouve que j'ai fait carrière là-dedans, mais au départ, c'était un hasard complet, heureux, et puis après, c'est devenu de plus en plus sérieux. D'accord, très bien. Et comment justement, lors de cette arrivée-là, dans le domaine de l'informatique, tu as vu les choses évoluer? Parce que quand même à l'époque, c'était pas un domaine qui était, bah, comme tu disais, très développé, très accepté, très recherché de par, bah, sa situation, pas sectaire, mais c'était pas quelque chose qui était énormément développé dans les entreprises, à l'époque. Comment, voilà, ça a évolué de ton point de vue, quand on compare à aujourd'hui, par exemple? Alors c'est vrai que c'était un contexte radicalement différent. C'était quand même assez répandu dans toutes les grandes entreprises. Elles avaient un ordinateur, comme on disait. Et donc généralement, c'était des mainframes et sur lequel elles faisaient leurs applications de production majoritairement en batch. Il y avait très peu de temps réel et très très peu de transactionnels. Et il fallait voir le mainframe en question. Il était relié à des périphériques de type dérouleur de bande magnétique, lecteur de cartes perforées. Enfin bon, c'était nul. Même pour l'époque, c'était quand même très rustique. Et puis l'avènement de la micro a changé tout ça. Tout d'un coup, l'informatique, au début des années 80, a pénétré le monde au sens large, c'est-à-dire que l'individu, le particulier, pouvait avoir chez lui un ordinateur complet qui fonctionnait plutôt pas mal d'ailleurs, et sur lequel il pouvait développer des programmes. Bon, il y avait des logiciels qui étaient proposés, mais en fait, il n'y en avait pas encore beaucoup. Et l'idée au départ, c'était achetez-vous un PC, achetez-vous un micro pour apprendre à programmer. L'idée, c'était bah, si demain vous voulez avoir du travail, il faudrait mieux que vous sachiez programmer. C'était une bêtise, mais ce genre de, ce genre de mot d'ordre, ça revient tout le temps cycliquement. Donc voilà, le contexte était radicalement différent, mais l'informatique était quand même déjà bien implantée dans les esprits, c'est-à-dire que personne n'imaginait qu'une société de taille un peu développée pouvait se passer d'informatique. C'était déjà dans les mœurs. Mais c'est vrai que les gens qui travaillaient sur les ordinateurs étaient vus comme une caste à part et ils étaient tous ravis d'ailleurs que ce soit comme ça. Et sur un plan peut-être plus géographique, est-ce que c'est un développement qui a eu lieu déjà dans d'autres pays? Alors, c'était le cas peut-être aux États-Unis, mais est-ce que ça a commencé à s'implanter dans les grosses entreprises,
même taille moyenne à Paris, ça s'est étendu après. Comment toi, dans ce secteur qui était quand même plutôt nouveau et innovant, géographiquement, tu as bougé, en fait? Comment ça s'est passé, Alors géographiquement, j'ai pas beaucoup bougé dans un premier temps parce que j'ai surtout travaillé en région parisienne, jusqu'au moment où, la micro et même l'internet étaient tellement omniprésents, donc milieu des années 90, qu'il était possible de travailler depuis n'importe où. Déjà, le télétravail, c'est une idée qui est déjà très ancienne. Dès 96, il existait, c'est surprenant, mais il existait des magazines consacrés au télétravail. Comme quoi, les OK. idées mettent beaucoup de cycles avant de réellement s'imposer. Donc Mmh. géographiquement, j'ai pas beaucoup bougé, sauf en gros à la fin où j'ai pu aller travailler n'importe où, du moment que j'avais une connexion. D'accord et donc là, par exemple, tu me parlais de cycle que tu as pu vivre. Est-ce qu'il y a potentiellement un cycle que tu verrais, arriver, plus récemment? Alors, j'ai vu que dans l'article, tu as parlé de tout ce qui était blockchain et cetera. Est-ce qu'il y a un cycle en particulier que tu aimerais souligner et peut-être une ressemblance avec des choses cycliques de l'époque qui se reproduisent et qui arrivent actuellement? Oui, incontestablement, c'est le cycle du métaverse Mmh. qui mettra un certain temps à s'imposer, mais par contre, à terme, il n'y a pas de doute sur le fait qu'on aura une forme de métaverse, laquelle et quand, ça, c'est plus délicat. Mais par contre, sur le concept lui-même, j'en suis absolument assuré. Par contre, aujourd'hui, l'effervescence autour de la notion de métaverse, en quelque sorte, c'est la première vague. Et la première vague, elle ne résiste jamais, elle ne survit jamais, hein. C'est comme les soldats de la première ligne qui sont lancés à l'assaut d'une forteresse, ben, ceux-là, ils meurent. Et puis, ce sont les lignes suivantes qui finissent par prendre pied et pouvoir s'attaquer aux murailles, etc., etc. Bon, c'est une analogie guerrière, mais on comprend à peu près qu'il faut du temps, qu'il faut des phases successives pour qu'une idée trouve sa bonne forme et arrive à se concrétiser, à s'imposer dans un contexte adapté. Pour ce qui est du métaverse, on en est encore très éloigné. Et pour que ça commence à prendre forme, il faudra au moins, moi je dirais au minimum 10-15 ans. Ah, à ce Et point-là. même ça c'est un petit peu optimiste. Et je ne sais pas si tu as observé récemment, mais c'est vrai que même le monde des NFT a quand même pas mal bougé. Il a suivi la tendance des crypto-monnaies aussi également, c'est-à-dire qu'il y a une grosse chute de valorisation et on a vu, renaître et tenir certains projets peut-être plus utiles, plus innovants, plus originaux que les innombrables projets similaires. J'ai vu que tu avais partagé sur tes différents réseaux un projet, français, parisien du nom de Silvermoon. Mmh. Je Alors, justement, bon, il y aura différentes phases dans les NFT. Actuellement, on est dans la phase qu'on pourrait qualifier de spéculative. Et les Mmh. phases spéculatives, évidemment, elles finissent toujours pareil, c'est-à-dire que ça monte, et puis ça monte progressivement, et puis ça descend brutalement. Là, on commence à rentrer dans la phase de descente brutale. Silvermoon a compris que les NFT, c'était autre chose que des images horribles qu'on vendait très cher avec l'espoir de les revendre encore plus cher et fait véritablement de l'art numérique. C'est là où il y a un espoir de trouver d'autres voies. Mais il est clair que ce qui est utile et ce qui restera dans les NFT, c'est le côté certificat. C'est le Mmh. côté j'identifie un objet avec un contrat qui me garantit que effectivement l'unicité de cet objet. Ça restera. Mais ce qu'on connaît actuellement des NFT, c'est-à-dire une fièvre spéculative, évidemment, ça, il n'en restera pas grand-chose. Et c'est normal, parce que toutes les fièvres spéculatives finissent de la même façon. Ouais et puis on a vu l'équivalent dans les crypto-monnaies qui ont une chute très récemment. Tous les projets absolument pas innovants, se sont vus valorisés à quasiment, de la poussière, quoi. Oui, mais tout ça, c'est absolument logique, parce que quand il y a une forte poussée, ça attire beaucoup de gens, ça attire surtout ceux qui sont à pro gain, avides, et qui veulent creuser leur trou de n'importe quelle façon, et qui sont prêts à adopter les mots-clés du moment pour arriver à faire un peu d'argent. Et ce sont évidemment ceux-là qui dégagent en premier, et c'est très bien d'ailleurs. Mais ce n'est pas surprenant, on a connu la même chose
à l'époque de la bulle qu'on a appelée la bulle des dot-com, c'est-à-dire fin des années 90, où n'importe qui avait une idée pouvait introduire sa boîte au Nasdaq et lever des millions et être riche instantanément. Quand il y a eu l'éclatement de cette bulle, tous ces projets ont disparu et ce sont aujourd'hui des notes de bas de page dans les livres de l'histoire de l'Internet. Et déjà, qu'on continue à les mentionner, c'est déjà beau parce que c'est à peine mérité. OK, très bien, bon, ça a le mérite d'être clair. Mais c'est vrai que c'est intéressant d'avoir ces points de comparaison, par rapport à d'autres événements cycliques qu'on a pu voir, enfin, que j'ai pas eu la chance, d'observer, mais qu'effectivement tu as pu observer au fur et à mesure des années dans ce domaine-là, quoi. Mais tout est cyclique, c'est-à-dire qu'il faut comprendre que les évolutions techniques sont longues et qu'elles passent d'abord par des phases que je qualifierais de souterraines, de discrètes. C'est-à-dire que des chercheurs s'occupent de définir un progrès plus ou moins important. Ils le font avec leurs moyens, dans leur coin. Ils ont une série d'essais, d'erreurs. Et progressivement, une première forme se dégage. Cette première forme n'est pas viable, hein, c'est tout à fait comme les différentes formes de vie qui luttent pour s'imposer et va être remplacée par une forme nouvelle, plus adaptée et ainsi de suite. Et donc, il y a toute une phase souterraine assez longue qui dure assez longtemps d'ailleurs. Et puis tout d'un coup, quand la forme du moment est acceptable, boum, il y a en quelque sorte une explosion de démonstration. Tout d'un coup, on se rend compte que ça existe, que c'est possible et que c'est viable. Et là, ça devient la mode parce que tout le monde découvre cette nouvelle technique, alors qu'en fait, elle existait depuis 20-30 ans, mais elle a été raffinée, améliorée discrètement pendant tout ce temps-là. Il y a un proverbe qui dit dans la Silicon Valley que les révolutions en une nuit mettent 20 ans à se mettre en place. Mais c'est tout à fait ça. Et pour tout ce qui est technique, c'est toujours ça. Il y a toujours des phases où on rassemble la masse critique, où c'est long et discret. Et puis à un moment, il y a une phase d'explosion où tout le monde s'y intéresse. Mais en quelque sorte, c'est la règle des 80-20, c'est-à-dire 80% de travail souterrain discret et puis 20% d'exposition finale. Et quand d'ailleurs on démontre la nouvelle technique trop tôt, eh bien il y a un côté retour en arrière, hein, un côté comme les hivers de l'IA. Ça a été le cas par exemple pour tout ce qui est nano, qui a été très à la mode dans les années 2004-2005. Et puis très vite, on en a moins parlé parce que les promesses formidables étaient évidemment pas suivies des faits, puisque c'était une technique complètement embryonnaire. Et aujourd'hui, on commence à dire qu'on peut effectivement produire du graphène en grande quantité, que dans certaines conditions, ce graphène a des propriétés supraconducteurs, etc., etc. Je prédis que dans les 2-3 ans à venir, la nano va à nouveau être à la mode parce qu'on sera entré dans un nouveau cycle où on pourra à nouveau la mettre en avant et cette fois avec un peu plus de chances de tenir les promesses. C'est en ce sens qu'il faut se placer, c'est-à-dire que toutes ces évolutions techniques, elles connaissent des cycles successifs, des essais-erreurs, des progrès lents, et puis finalement une première forme acceptable qui est proposée au marché, qui ne va pas forcément s'imposer parce que dans un premier temps, il faut éduquer le marché à ce qu'apporterait cette nouvelle technique. Et puis ensuite, une deuxième vague qui arrive sur un marché qui est déjà un petit peu familiarisé avec l'idée et qui trouve sa place. Ça a toujours été comme ça. Et ça a toujours été comme ça depuis longtemps. J'ai écrit un livre que j'ai publié au début de l'année, à la fin de l'année 2021, qui s'appelle Le fait technique. Et dans le fait technique, justement, je reviens sur les évolutions techniques depuis un peu plus de 2 siècles, donc depuis la machine à vapeur. Et on s'aperçoit que le côté cyclique est absolument inévitable. Il arrive tout le temps. Ceux qui disent oh là là, c'est du jamais vu et c'est arrivé brutalement, ils sont tout simplement mal renseignés.
Ça n'existe pas dans le domaine technique. Ça n'arrive jamais. OK, très bien. Alors, j'aimerais rebondir sur, quelque chose qui a vraiment marqué, les différents lecteurs de ton article. Je vais citer la phrase, c'est sur le sujet des chefs de projet. «La personnalité et le charisme du chef de projet comptent beaucoup dans le succès de chaque projet» et j'aimerais rebondir sur cette citation pour te demander, est-ce que la rencontre de mauvais chefs de projet t'ont poussé, de ton côté, à créer ta propre entreprise? Qu'est-ce qui t'a poussé à entreprendre différents projets, au cours de ta carrière? Ça m'a d'abord poussé à être chef de projet. Ça a été une constante dans ma carrière. C'est que, par exemple, je n'étais pas un très bon développeur. En fait, je n'étais pas un bon développeur. Et donc, j'ai vite compris que ce n'était pas là-dedans que je devais rester, que je devais passer le cran d'après. Et donc, chef de projet, par exemple. Et ainsi de suite. J'ai toujours été une progression assez rapide parce que plus on grimpe, mieux c'est. Mais dans le cas du chef de projet, c'est effectivement absolument clé de comprendre que c'est un personnage déterminant dans la réussite ou l'échec d'un projet. Bon, il faut aussi que le projet soit viable. Parce que dans ma chronique, je parle des projets trop grands, trop gros, trop lourds, qui eux, même avec un bon chef de projet, bah, ça ne peut pas aboutir. C'est l'approche pyramidale, hein, l'approche pharaonique. Avoir une ambition trop grande, ben, personne n'arrive à la concrétiser. Bon, pour revenir au chef de projet, il y a des études qui ont été faites, des études sérieuses, qui ont montré que, par exemple, je ne sais plus dans quelle université américaine, pendant 25 ans, les étudiants faisaient et refaisaient toujours le même programme. Le cahier des charges ne changeait pas. Bon, bien sûr, ils utilisaient des plateformes différentes pour le développer, l'interface utilisateur changeait, etc., etc. Et les méthodes utilisées, bah, c'était les méthodes à la mode à ce moment-là. Mais le résultat de cette étude montre que tous ces paramètres ne sont pas les plus importants, que ce qui compte, c'est le facteur humain, c'est-à-dire la qualité et la capacité de l'entraînement du chef de projet qui détermine si le projet est un succès ou non. Et non pas les outils utilisés, la démarche utilisée, etc., etc. Tout ça, ça compte peu. D'ailleurs, il y a une anecdote là-dessus que j'ai utilisée dans un de mes livres, je ne me rappelle plus lequel, mais c'est le contexte où votre patron, par exemple le directeur informatique, vous amène un cahier des charges et vous dit combien de temps il vous faut pour développer ça, donc ça, le truc contenu dans le cahier des charges, avec l'aide d'une autre personne. Et là, à ce moment-là, votre question, c'est pas est-ce que je vais pouvoir utiliser tel ou tel framework, est-ce que je vais pouvoir utiliser telle ou telle base de données? Non. Votre question, c'est quelle est l'autre personne? Parce que vous êtes bien conscient de l'importance du facteur humain. Et dans un secteur aussi technique, aussi pointu que l'informatique, bah, une fois de plus, on s'aperçoit et on est bien obligé d'admettre que tout tourne autour du facteur humain, ce qui est finalement rassurant. J'aimerais profiter de cet échange. C'est une question que je pose souvent, lorsque je rencontre des professionnels, ayant beaucoup d'expérience dans les différents domaines. Est-ce que tu pourrais me citer un événement marquant, pas forcément une erreur, mais une étape qui t'a fait prendre conscience, qui t'a fait faire un constat particulier sur le domaine de l'informatique ou sur la vie professionnelle, qui t'a marqué et fait avancer? Ah oui, j'en ai deux même. J'ai deux Satori dans ma vie professionnelle. Satori, c'est une révélation, c'est un mot, je crois que c'est un mot hindou qui veut dire révélation. Bon, bref. J'en ai eu deux qui ont complètement changé ma trajectoire et qui m'ont investi en quelque sorte d'une mission sacrée. C'est-à-dire que tout d'un coup, je me rendais compte que ma vie professionnelle n'avait de sens que si je poussais à la réalisation de cette tendance. Donc la première, c'est la découverte du client-serveur. Je me rappelle très très bien à quel moment. C'était en 88 à une réunion d'Oracle organisée à l'hôtel Lutetia à Paris. Et donc Oracle présentait sa gamme, ses produits, etc. Et puis tout à la fin, il y avait un slide
sur le fait que Oracle fonctionnait aussi en client-serveur avec SQLnet, etc. Bon, ça parlera à ceux qui ont connu cette époque. Et là, je tombe en arrêt sur cette notion où je me dis, mais bon sang, ça c'est extraordinaire, c'est formidable, c'est incroyable, c'est exactement ce qu'il nous faut. Puisque à l'époque, les développements en réseau local sur PC étaient très limités parce que le niveau de performance qu'on arrivait à obtenir des bases de données de type PC, genre des bases 3, des bases 4, etc., était lamentable parce que justement, ce n'était pas du fonctionnement client-serveur, c'était du fonctionnement transfert de fichiers. C'est très mauvais. Et le client-serveur permettait de se libérer de cette limite. Et donc, tout d'un coup, du jour au lendemain, d'une minute à l'autre même, j'étais devenu un apôtre du client-serveur et j'avais qu'une obsession, c'était de mettre ça en avant, de développer des projets avec cette technique, d'en parler, de le faire triompher. Donc, ça a été véritablement un coup de foudre. Un coup de foudre. Ok. Et j'ai connu le même un peu plus tard, en juin 95, vis-à-vis du web. J'ai découvert le web en mai 95, mai-juin 95, donc un peu tardivement quand même. Et tout d'un coup, je me suis dit, mais en fait, la forme finale du client-serveur, c'est ça. Pas besoin de chercher plus loin. Tous les problèmes qu'on a avec le client-serveur actuel, enfin de cette époque-là, sont solutionnés par le web. Pas de déploiement, un trafic réseau léger, c'est parfait, c'est ce qu'il nous faut. Une interface utilisateur simplifiée, c'était extraordinaire. Donc là aussi, coup de foudre, apôtre, etc. Du jour au lendemain, je disais à qui voulait l'entendre, l'avenir c'est le web, la forme finale du client-serveur c'est le web, etc., etc. Donc j'ai eu deux tournants majeurs dans ma carrière professionnelle qui ont complètement changé les choses et qui m'ont complètement changé, qui m'ont investi d'une mission, je dirais presque avec un peu d'emphase, d'une mission sacrée. Et j'étais habité par cette urgence de faire triompher ces techniques, parce qu'il y avait la force de l'évidence. Et ça a été des rencontres, en quelque sorte, extraordinaires et qui m'ont influencé en grande profondeur. Ils m'ont fait beaucoup de bien. Et pour finir cette discussion, à la fin de cet article-là, tu annonces que c'est c'est la dernière chronique que tu Oui. feras pour Redsen. Est-ce que lorsqu'on a vécu, travaillé avec et pour sa passion qu'est l'informatique, est-ce qu'on arrive vraiment un jour à s'arrêter? Ah, ça, c'est une bonne question, ça. Alors, dans mes livres, j'allais dire dans mes nombreux livres, dans mes livres, j'en ai écrit un qui s'appelle La malédiction des champions du monde de Formule 1, où j'explique que les champions du monde de Formule 1, d'une façon générale, ils ne savent pas s'arrêter. Et c'est leur malédiction, et ils sont tous marqués par cette malédiction. Ceux qui s'arrêtent trop tard, ils font les saisons de trop. Ceux qui ne s'arrêtent pas sont fauchés en plein vol, ils meurent en course, etc., etc. Bon. Il n'y en a qu'un seul qui a réussi ça, c'est Nico Rosberg en 2016. C'est-à-dire s'arrêter au sommet et puis ne pas revenir. Donc, non seulement monter au sommet, mais s'arrêter pile à cet endroit-là. C'est très humain, ce problème-là, c'est-à-dire à quel moment on comprend qu'il faut arrêter, qu'il faut se retirer. Seul l'âge, ou commencer à prendre de l'âge, te permet de t'aider à toucher du doigt cette nécessité et de le faire au mieux. Tu veux, là aussi, en quelque sorte, il y a une obsession qui me tenaille depuis un an, 1 ou 2 ans, c'est de me retirer au mieux, de ne pas faire les saisons de trop, justement, de ne pas écrire les chroniques de trop, de ne pas continuer à pousser ma bobine et à débiter des bêtises. À partir du moment où je suis plus pertinent, bah, ce n'est pas la peine que je m'exprime. Et ça,
ça, c'est quelque chose également de très fort et que tu ressens au profond, arrivé à un certain point de ton parcours, de ta carrière. Donc oui, j'ai décidé d'arrêter d'écrire les chroniques, mais ça ne veut pas dire que je vais arrêter de m'exprimer avec Redsen. La preuve avec cette vidéo qu'on fait ensemble, on en fera d'autres, j'espère. On est J'espère en train aussi. de préparer un autre livre blanc, et cetera, et cetera. On va continuer à faire des choses. Mais ces chroniques régulières, je sentais qu'on était arrivé au bout de quelque chose et donc ça me paraissait bien de finir sur celle-là. Est-ce qu'on n'arriverait pas sur la fin d'un cycle pour en ouvrir un nouveau? C'est un peu la Oui, mais enfin ceci dit, arrivé à mon âge, tu commences à comprendre que tu as moins devant toi que ce que tu as derrière toi. À un moment quand même, il y a cette prise de conscience. C'est pas forcément triste, hein, c'est pas forcément tragique, mais à un moment, l'âge aidant, tu le réalises. Et d'ailleurs, il faut le réaliser. Moi, je trouve rien de plus triste que les gens qui s'accrochent, au plateau télé alors qu'il y a bien longtemps qu'ils sont plus pertinents. Je trouve ça assez lamentable et je veux surtout pas ressembler à ça. OK. Eh bah, écoute, merci beaucoup Alain pour cet échange, enrichissant et intéressant Merci Arthur de et m'avoir puis je te interrogé souhaite, avec les questions que tu avais préparées sans me les dévoiler. et puis j'en ai improvisé quelques-unes qui m'intéressaient aussi personnellement. Merci Bah, beaucoup c'est et très puis bien. rendez-vous au prochain échange alors. Absolument. Merci beaucoup. Merci à vous.